Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami-Kemi. Chers auditeurs, bonjour, c'est un réel plaisir que nous avons de vous retrouver pour ce 22e numéro de votre émission. Bonjour le Congo, ce sont les voix du Congo pour le monde, le tour des correspondants à travers le Congo pour l'actualité et les infos des villes et départements du pays avec notre réseau de correspondants évoluant dans les radios locales. Bonnes conditions d'écoute à toutes et à tous. Dans cette émission, Yann Orion, notre correspondant de Pointe-Noire, de retour après une longue absence, nous parlera des initiatives des jeunes de la ville qui ont fait des technologies de l'information et de la communication un véritable levier de création des startups. Il nous fera découvrir quelques success stories d'une jeunesse en pleine mutation high-tech. C'est un geste très écolo pour protéger l'environnement de la pollution, le recyclage des pneus et chambres à air de voitures pour en sortir des sandales. Une idée ingénieuse à mettre à l'actif des jeunes de Dolisie. La troisième ville du Congo, entre-temps, les pipis, comme on les appelle, font déjà le bonheur des Dolisiens. La voix d'Yves Makaya Menton de Radio RCDN dans vos oreilles tout à l'heure. Marie-Bella, notre correspondante de Ouesso, dans le département de la Songa, au nord du pays, nous parle aujourd'hui de l'absence de jardins publics dans cette ville, aussi curieux que cela puisse paraître. Les populations s'en plaignent. Les autorités municipales indiquent que la ville s'est développée sans plan directeur jusqu'en 1984, qui aurait pu prévoir ces lieux de repos dont la création relève des missions dévolues aux municipalités, justement. Il avait participé aux premières et deuxièmes émissions Bonjour le Congo, et puis il a disparu aujourd'hui. Il nous revient, il s'appelle Judicaël Abo, correspondant de l'émission Dans la cuvette, dans la ville de Makwa, notamment. Il parle de l'épilogue du championnat de la sous-ligue de football de Makwa. Pour commencer, nous faisons honneur justement à Judicaël Abo pour ouvrir le bal. Il nous parle de sport et notamment de football. Le championnat de la sous-ligue de Makwa qui a rendu son verdict au terme d'une longue compétition qui a vu se jouer 90 matchs au total. Bonjour Judicaël et bon retour dans Bonjour le Congo. Dites-nous combien d'équipes ont participé à cette compétition, quel en est le vainqueur et quel a été le système d'organisation. Bonjour Jean-Eudes, bonjour les auditeurs de Bonjour le Congo. Commencé le 3 mars, le championnat local de football du district de Makwa a baissé ses rideaux ce 10 juillet 2018 au stade Monka. Cette compétition a connu la participation de 10 équipes, dont 2 des villages de la zone Akwa-Opa. Le championnat s'est joué en aller-retour où toutes les équipes se sont croisées. 25 journées étaient au programme et 90 matchs ont été disputés. À l'issue du championnat, c'est la formation de l'ACP qui est sacrée équipe championne. Pour réaliser l'organisation de ce championnat, 3 sous-commissions ont été mises en place, à savoir la sous-commission sécurité, la sous-commission arbitrage et la sous-commission homologation, le tout chapeauté par la sous-ligue de football, avec à sa tête le président Ousmane Assar, qui dirige cette structure depuis 47 ans. Signalant que c'est pour la première fois que la sous-ligue de football de Makwa organise un championnat en faisant jouer 90 matchs. C'est du jamais vu, c'est tout simplement un record, Jean-Eudes. Judicaël, est-ce que le vainqueur de la compétition se voit finalement ouvrir la participation à un plus grand championnat, un plus grand tournoi départemental par exemple? Oui, ça se fait d'une manière automatique. La première équipe du championnat est directement qualifiée au championnat départemental de la cuvette. HTP a donc la lourde mission de défendre les couleurs de la localité à Ouando, où va donc se jouer cette compétition départementale. Comme toute équipe, on imagine, je dis que cette équipe vainqueur affiche bien des ambitions. Quelles sont les ambitions justement affichées par ce club, cette équipe? Les ambitions de l'équipe de l'ASTP sont claires. Il ne s'agit pas seulement de participer, comme avait dit Pierre de Couverteur, le père de l'Olympisme. Il s'agit plutôt de bien participer en réalisant un parcours honorable. L'entraîneur de cette formation nous a laissé entendre que leur objectif est de ramener la coupe à Makwa et se voir ainsi ouvrir les portes de la Coupe du Congo de football.
Parlons à présent, Judy, dernière question de ces jeunes qui pratiquent le football au niveau de Makwa. Est-ce qu'il y a vraiment un avenir pour eux? Est-ce qu'ils peuvent rêver d'un épanouissement dans le domaine du football? Au niveau de Makwa, les jeunes footballeurs ne peuvent espérer mieux. Ils n'ont aucun avenir à cause de quelques barrières que j'ai épinglées. D'abord, les jeunes footballeurs viennent au football sans conviction. Pour eux, le football est une distraction et le terrain de jeu, un endroit pour simplement se défouler. Ensuite, le manque de moyens financiers des équipes est un frein pour leur épanouissement. Certains dirigeants, à Makwa, ne souhaitent pas que leur équipe termine en tête du championnat, car cela implique des dépenses énormes pour préparer le championnat départemental, par exemple. Enfin, les entraîneurs qui tiennent ces équipes n'ont aucune formation. Ce sont des jeunes qui aiment le football, des anciens joueurs, imbus de leur petite expérience, qui se proclament entraîneurs pour se faire plaisir, tout simplement. Voilà, Jean-Eudes, quelques barrières qui ne peuvent pas garantir des lances meilleures aux jeunes footballeurs au niveau de Makwa. Merci Judy Kaelabo, depuis la ville de Makwa sur les berges de la rivière Likwala Mosaka, tout juste à l'entrée de la grande forêt équatoriale du Nord. Mais Makwa, c'est aussi et surtout la ville traversée par l'équateur. Je rappelle que Judy Kaelabo est journaliste à Radio Aquapenda. Direction à présent la ville de Pointe-Noire, au bord de l'Atlantique, où nous recevons l'appel de Yann Orion, notre correspondant Pointe-Noire, où les jeunes se sont appropriés les titres, les TIC, pour se positionner en tant que créateurs des startups. Ils sont de plus en plus nombreux et ne cessent de s'affirmer. Bonjour Yann Orion, pourquoi les jeunes ont fait des TIC un champ d'activité privilégié? Bonjour Jean-Eudes et bonjour à tous les amis de Bonjour le Congo. L'arrivée des nouvelles technologies de l'information et de la communication en Afrique, notamment au Congo-Brazzaville ces dernières années, a été d'un souffle nouveau pour la jeunesse. Une jeunesse qui en a fait une véritable arme pour lutter contre le récurrent problème dont elle nous cache le manque d'emploi. Les jeunes ont donc fait de ces nouvelles technologies un champ d'activité privilégié à travers ce qu'ils appellent les startups, des entreprises assez simples à piloter. Dans ce new monde, ils sont seuls responsables. Vous allez remarquer de nos jours la montée des jeunes PDG et DJ. Ils sont maîtres de leurs idées et de leurs projets. Un univers qui, dans son fonctionnement au quotidien, bien sûr, n'exige pas de curriculum vitae à 2 pages. Les critères essentiels sont simples: l'imagination, la curiosité et l'envie d'impacter, sinon de changer le cours des choses. Une nouvelle façon de se prendre en main. Pouvez-vous, Yann, nous parler de quelques success stories dans le domaine de la création des startups à Pointe-Noire, justement? Au niveau de Pointe-Noire, oui, on peut. On a reçu il y a peu déjà le passage d'un ami qui nous a présenté la start-up, disons le produit appelé Santé Yalizota. C'est donc une application mobile de la start-up Ensantec. Très pratique pour les jeunes mères. Son volet suivi vaccin rappelle les dates de vaccination, mais encore mieux, instruit la mère sur l'importance et le rôle de chaque vaccin. Et toujours, la même application renseigne également le Congolais lambda sur les pharmacies de garde et favorise des prises de rendez-vous avec des médecins spécialisés pour d'éventuelles consultations. Il y a également la start-up innovatrice qui, à travers ses 2 sites électroniques nommés Hybride 242 et Hybride Viva, informe sur ce qui est de la mode congolaise et présente Pointe-Noire sur un autre angle, notamment sur le plan touristique et loisirs. Un espace dirigé de main de maître par des jeunes femmes, chose rare hier. On a également RestraWeb, un magazine en ligne qui informe sur le comportement des nouvelles technologies au Congo et met en lumière tous ceux qui œuvrent dans le domaine. Et pour terminer, GRC Congo, groupe Ruti Kadol Congo, qui a initié l'application Pro École, un gestionnaire scolaire qui informe les parents, les promoteurs d'école, du comportement de l'élève à l'école.
Donc, au niveau de l'emploi du temps, les observations, les moyennes, les examens, bref, des exemples parmi tant d'autres. L'on peut voir par là l'importance de ce dernier dans plus d'un secteur de la République. Yann, on se demande bien ce qui peut expliquer cette ruée vers la création des start-up par les jeunes à Pointe-Noire. Alors, cela est difficile de répondre en un seul mot ou en une seule phrase à cette question, Jean-Eudes. Il faudrait croire que la jeunesse a su voir au-delà de son nez, comprendre qu'elle est véritablement l'avenir de demain et que le changement passe par elle. Le monde se développe à une vitesse grand V que les pays d'Afrique, en particulier le Congo, ne doit en aucun cas être déphasé, sinon distancé. Un défi qu'a donc relevé la jeunesse à travers ces startups qui, aujourd'hui, constituent une force considérable dans la lutte contre le chômage et dans la diversification de l'économie du pays. Dernière question, Yann, est-ce qu'il existe des incubateurs de projets pour les jeunes à Pointe-Noire, pour les jeunes à Pointe-Noire? Si oui, quelle est la nature de leur apport? Ah oui, des incubateurs, il en existe, des jeunes incubateurs à l'instar de Yecolab ou Jocolab, pour le citer, créés dans un premier cas, des incubateurs qui encadrent les jeunes et favorisent la réalisation de leurs chefs-d'œuvre. Et si l'on monte à l'échelle supérieure, l'on peut évoquer le cas, par exemple, de la PENI, la Chambre de commerce de Pointe-Noire, et Star PME, qui sont des structures qui ont tout le dispositif nécessaire dans tous les sens du terme pour accompagner ces petites et moyennes entreprises à atteindre leur apogée. Merci bien Yann Orion, c'était, j'imagine, un plaisir pour les auditeurs de vous réécouter après quelques temps d'absence. Je rappelle que vous nous appeliez de Pointe-Noire où vous travaillez pour la radio NTI. Nous mettons le cap sur la ville de Ouesso à présent, tout au nord du Congo dans le département de la Sangha, à la frontière avec le Cameroun, pour retrouver Marie Bella, notre correspondante. Marie, bonjour. Aussi curieux que cela puisse paraître, la ville de Ouesso ne dispose pas d'un seul jardin public. Est-ce que les Ouessois s'en plaignent? Bonjour Jean-Eudes et bonjour à tous nos auditeurs. Évidemment, les Ouessois se plaignent de l'absence de jardin public. Nous avons abordé deux habitants de la ville sur la question. Monsieur Albert Mzinga, par exemple, que nous avons rencontré au centre-ville, regrette qu'il n'y ait pas de jardin public qui permettrait de prendre de l'air frais. Un autre citoyen, Aristide Foura, abordé au sortir de la place, nous a confié: Ouesso devient une grande ville, mais quand vous marchez, c'est difficile de s'asseoir, se reposer, ou encore le week-end, le jardin serait une bonne chose pour méditer des livres, mais il n'y a rien. On sait, Marie, que dans certaines villes, les jardins publics sont pris d'assaut par les élèves et les étudiants pour la lecture. Par quoi ceux de Ouesso les remplacent-ils? Les élèves et les étudiants de Ouesso font la lecture le soir à la corniche de la rivière Sangha qui borde la ville, proche de l'aéroport, à la place dite rouge, à l'évêché et au bord de certaines avenues éclairées comme la route de Maboko, le boulevard Martin Bia. On peut aussi les voir à certains endroits éclairés comme l'esplanade du stade de la ville. Est-ce que par le passé, les autorités de la ville ont eu à entreprendre quelques initiatives allant dans le sens de créer un jardin public à Ouesso? Non, Jean-Eudes, les autorités municipales abordées sur cette question ont indiqué que Ouesso est une ville qui s'est développée sans plan directeur jusqu'en 1984. Et au moment du lotissement, l'erreur a été commise de ne pas penser à laisser des espaces pour des jardins publics. Elles soutiennent par ailleurs que des initiatives allant dans le sens de créer des jardins publics sont envisagées, mais il se pose le problème de manque de finances. Si la mairie, elle, accuse 9 mois
son salaire pour ses agents. La question reste à l'étude, d'après Aimé Silver Momba Samori, secrétaire exécutif du conseil municipal. Alors, dernière question, plutôt essentielle, à faute de jardin public, où les Ouissois vont-ils prendre de l'air? Les Ouissois remplacent les jardins publics par la corniche de la Songa, la déventure de l'aéroport, le rond-point de la BAC, la place rouge et enfin l'évêché. C'était à l'instant la voix de Marie Bella, notre correspondante dans la ville de Ouesso. Merci Marie, à très bientôt. Je rappelle que vous êtes journaliste à Radio Béni. Notre voyage à travers le Congo nous conduit à présent dans la ville de Lutete, dans le département de la Bouenza. Nous sommes avec Dimi Bitemo Mwanza, notre correspondant. Dimi, bonjour. Lutete propre, l'opération peut être ainsi appelée. C'est en tout cas une initiative de Madame le maire de la ville qui l'a instituée courant ce mois de juillet. C'est une journée dite de salubrité à laquelle les populations sont appelées à participer pour rendre la ville propre. Est-ce que cette opération est voulue régulière ou bien elle est sporadique plutôt? Bonjour chers auditeurs, à tous les correspondants de l'émission Bonjour le Congo. Pour garantir la propriété dans la communauté urbaine de l'UTT et offrir un environnement sain à la population, Madame l'administrateur maire a fait depuis le mois de juillet 2018 la salubrité son cheval de bataille. En effet, cette opération de salubrité a été lancée le 25 juillet au marché moderne de l'UTT avec la grande participation de toutes les sensibilités de la ville. Selon le calendrier fixé par Madame Odile Kinzeze, administrateur maire de la communauté urbaine de l'UTT, l'opération salubrité a lieu chaque mercredi de la semaine et elle se poursuivra jusqu'au 8 août 2018. Il est de signaler que celle-ci permettra à la ville de revêtir une nouvelle robe avec le démantèlement des réservoirs, des moustiques et de toute nature susceptible de mettre en danger la vie des habitants de la ville cimentière. Alors cette opération, dites-nous Dimi, comment s'est-elle déroulée? Est-ce qu'elle a mobilisé beaucoup de monde? L'opération salubrité se déroule en tenant compte de la programmation établie par l'autorité locale. Comme vous le constatez, Jean-Eudes, la répartition a été faite par sensibilité. Toutes les églises, les associations, l'administration, la force publique et les populations sont impliquées pour faire aboutir cette opération salvatrice. Dimi, dans quel quartier l'opération s'est-elle déroulée? Et puis dites-nous si elle a comblé les attentes. L'opération salubrité, comme annoncé plus haut, a été lancée au marché moderne de l'UTT avec l'objectif de toucher tous les quartiers de la ville de l'UTT, notant que la communauté urbaine de l'UTT compte 8 quartiers. Et à ce jour, l'opération de salubrité s'exécute sans embâche. Au regard du niveau d'exécution, l'on peut se permettre de dire, sans risque de nous tromper, que les attentes de la population sont comblées en raison de l'importance de l'activité. Est-ce qu'il y a un dispositif approprié pour déverser les ordures ramassées lors de l'opération assainissement? La ville de l'UTT ne dispose pas d'un service de voirie qui naturellement devrait ramasser les ordures. Tenter de régler la question d'évacuation d'ordures au cœur de la ville de l'UTT, la mairie avait acheté quelques pousses et poubelles publiques qui sont tombées en ruine par manque de moyens financiers pour assurer la réparation. Il faut signaler que les tâcherons qui étaient recrutés pour le balayage et le ramassage d'ordures ont cessé leurs activités par manque de subventions. Comme vous le constatez, la ville de l'UTT attend sa subvention, comme toutes les communautés urbaines du Congo,
afin de relancer l'opération ramassage des ordures qui pose un véritable problème de santé publique. Dernière petite question, Dimi. Qu'est devenue la ville après l'opération Salubrité? Malgré la difficulté observée sur la problématique de ramassage des ordures dans la ville de l'UTT, l'opération Salubrité lancée par Madame Odile Kinzeze, administratrice maire de la communauté urbaine de l'UTT, a donné un nouveau visage à la ville, car plusieurs édifices publics, artères et parcelles abandonnées ont été libérés d'herbes. Merci beaucoup, Dimi Bitemo Mwanza, depuis la ville de l'UTT, où vous travaillez, je le rappelle, pour le compte de la radio rurale. Yves Makaya Montan, notre correspondant de la ville de Dolisie, est à présent en ligne avec nous. Dolisie, où des sandales appelées pipi découlent du recyclage des pneus et autres chambres à air des voitures. Une idée du reste écolo, tant il est vrai que le recyclage de ces objets qui s'entassent chaque jour dans les garages pose un véritable problème partout. Bravo donc à l'ingéniosité des jeunes et bienvenue les pipis, peut-on dire. Bonjour Yves, pourquoi ces sandales sont ainsi appelées pipi? Oui, bonjour Jean-Eudes. Ces sandales sont appelées pipi parce que elles tirent leur origine dans les pneus et chambres à air usées des automobiles. Comme vous le savez, pipi n'est autre que l'onomatopée du klaxon des voitures. Au temps fort des événements sociopolitiques que le pays a connus, elles ont été appelées PASBER, référence faite à Pascal Lissouba et Bernard Colella. Dit comme ça, ceux qui ne se retrouvent pas en pipi pourraient se retrouver en PASBER. En quoi le recyclage de ces pneus usés constitue une solution pour l'environnement à Dolisie? Je pense que c'en est une. C'en est une parce que les pneus et chambres à air usées ont presque disparu des décharges de Dolisie. Le fabricant des pipis, le seul d'ailleurs de Dolisie que nous avons rencontré, nous a laissé entendre qu'il est abonné chez la quasi-totalité des réparateurs des pneus, communément appelés vulcanisation. Est-ce que les Dolisiens affectionnent bien les pipis? À combien sont-ils vendus? Et est-ce qu'ils parviennent à concurrencer les sandales manufacturées? Parler de bousculade serait vraiment prétentieux. Néanmoins, le fabricant croisé nous a dit qu'il écoulait aisément sa production, qui est du reste vendue à 2000 francs CFA la paire. Les pipis ne font nullement la concurrence aux sandales manufacturées. Vous les trouvez plutôt rarement aux pieds des gens de Dolisie. Au contraire, les pipis sont plus écoulés à l'Interland parce que très pratique aux travaux champêtres. À Dolisie, il y a un qui est connu pour son amour pour les pipis. Il s'agit du vice-président du conseil départemental, pour ne pas le citer. Ce dernier rêve même de les valoriser à l'étranger. Il en a déjà envoyé en France, nous a-t-il confié. Intéressons-nous à présent, Yves, aux fabricants, des pipis. Parviennent-ils, s'ils sont nombreux, ou parvient-il, s'il est seul, à vivre de son activité ou de leur activité? En tout cas, il est seul. Il cherche même à, former d'autres fabricants de pipis. Malheureusement, les jeunes ne viennent pas à lui. On ne sait pas trop pourquoi. En effet, au dire du fabricant de Dolisie, les pipis sont sa seule source de revenus, qui couvre d'ailleurs largement ses besoins. Grand merci à vous Yves Makaya Montan pour votre participation dans l'émission Bonjour le Congo depuis la ville de Dolisie dans le département du Niari où vous travaillez, je le rappelle, pour la radio RCDN. À la semaine prochaine. Pour terminer cette émission, nous prenons la direction de Kinkala, capitale du département du Poul. Kinkala, ville depuis laquelle nous appelle souverain de Bitoudi. Les techniques d'élevage des ruminants, notamment des bovins, un atelier souverain qui nous parle de cet atelier organisé dans le cadre des techniques d'élevage des ruminants, notamment des bovins, et ce séminaire qui a été organisé au profit des éleveurs du district de Luingui. Souverain, bonjour. Est-ce que cette formation est une réponse du secteur agricole de Luingui à une épidémie qui se serait déclarée chez les ruminants, spécialement chez les bovins?
Bonjour Jean-Eudes et aux auditeurs de l'émission Bonjour le Congo. Plan de lutte contre les principales maladies des ruminants, tel est le terme développé au séminaire de formation des éleveurs du district de Luingui, spécialement de la filière bovine, organisé par le secteur agricole du 10 district. Il faut noter, Jean-Eudes, que ce plan de lutte est une véritable réponse du secteur agricole aux éleveurs face à une maladie qui se serait déclarée chez les ruminants, liée à leurs élevages, spécialement des bovins. Pourquoi? Eh bien parce que le secteur agricole de Luingui avait constaté que les éleveurs étaient très loin des services techniques qui devraient en principe traiter leurs élevages en cas d'une épidémie qui se serait donc déclarée dans la zone. De même, partout dans la zone de Luingui, il y a un déficit en médecins vétérinaires. Il fallait que le secteur agricole puisse former ses éleveurs afin qu'ils deviennent eux-mêmes des auxiliaires vétérinaires, qu'ils sachent comment utiliser le médicament vétérinaire et lutter contre les principales maladies que souffrent leurs bovins. Combien d'éleveurs ont pris part à cette formation? Dites-nous aussi si ces derniers se plaignent régulièrement de maladies de ruminants. Ils étaient au total 42 éleveurs de la filière bovine qui étaient donc concernés par cette formation. Il faut noter, Jean-Eudes, que ces derniers se plaignaient régulièrement du fait qu'au départ, qu'ils avaient des difficultés et des pertes énormes au niveau de leurs élevages, engendrées par les différentes maladies, surtout celles causées par des parasites comme la gale, le pouls, les mouches qui entraînaient la mort de certaines bêtes. Mais dès lors qu'ils ont donc été formés par le secteur agricole, ils vont améliorer leur rentabilité et boosteront la production bovine afin que les années à venir, qu'on puisse parler de Luingui comme toute autre localité aussi, dans le cadre effectivement de la production animale, ont-ils déclaré. Pouvez-vous nous présenter la situation de l'élevage bovin dans la zone de Kinkala, Luingui, en termes de cheptel, de techniques d'élevage ou encore d'équipement de travail? Oui, s'agissant de cette question, Jean-Eudes, les chefs de secteur agricole des deux districts que nous avons pu rencontrer nous ont fourni donc les informations suivantes. Dans la contrée de Luingui, en termes de cheptel, on note 35 éleveurs de la filière bovine avec un cheptel de 700 bovins. Avec un cheptel donc de 700 bovins. Concernant les techniques utilisées, ce sont les techniques traditionnelles, semi-modernes, c'est-à-dire on entoure des parcs avec des fils barbelés, avec le pâturage naturel. Du coup donc, avec le pâturage naturel, on ne peut pas prétendre qu'un éleveur ne peut réaliser de bonnes performances. Il n'y a pas donc d'amélioration. Ce qui pose le problème de la sous-alimentation, et les bœufs sont obligés de sortir du parc pour aller chercher d'herbe ailleurs. Des équipements de travail. En fait, ça serait le kit vétérinaire. Malheureusement, les éleveurs ne sont pas équipés du matériel vétérinaire, c'est-à-dire des seringues à injecter, les produits vétérinaires, pour ne citer que ceux-là. Donc, dans la zone, par contre, dans la zone de Kinkala, il serait difficile de fournir toutes ces informations par rapport à la crise que le département a connue. Vous êtes sans ignorer, Jean-Eudes, que dans la zone de Kinkala, c'est une zone qui a beaucoup vraiment traversé des moments difficiles ces 2 dernières années. Mais, néanmoins, d'après les propos du chef de service agricole de cette contrée, avant les événements malheureux de 2016 que le département a traversé, on enregistrait déjà 24 éleveurs de la filière bovine avec un cheptel de 301 bovins dans le district de Kinkala. Ceux-là qui étaient donc enregistrés dans les normes. S'agissant des techniques, elles sont toujours traditionnelles. Et les équipements de travail, ce sont les seringues à injecter, les produits vétaux et bien d'autres. Mais, toujours malheureux en déficit. Ces produits sont toujours en déficit. À ce point, donc, Jean-Eudes, le secteur agricole a lancé un appel à tous les partenaires de développement de se joindre à eux afin d'appuyer les éleveurs en équipement de travail, les former, le tout pour soulever les défis
du développement du Congo en général et du pool en particulier. Dernière question, souverain. Que vous ont dit les apprenants concernant les enseignements reçus? Sont-ils satisfaits ou pas? Oui, les apprenants à cette formation ont été très satisfaits des enseignements reçus et ont suggéré par contre que ces genres de formation soient perpétuels. S'il y a donc un pot de vente des produits vétérinaires dans la zone de Luindi, afin qu'ils agissent vite en cas d'épidémie qui se serait déclarée chez les ruminants, spécialement chez les bovins. Tout compte fait, Jean-Eudes, cette formation est un pacte que le secteur agricole de Luindi vient de mettre en place avec les éleveurs. Un véritable cadre de formation régulière pour permettre un bon suivi auprès des éleveurs de cette contrée. C'était à l'instant la voix de Souverain de Bitodi, le correspondant de Bonjour le Congo à Kinkala, dans le département du Poul. Et Souverain qui vient donc clore cette émission. Souverain qui travaille, je le rappelle, pour la radio communautaire de la localité. Cette intervention de Souverain qui vient mettre un terme à cette émission qui était réalisée, mise en onde par Dubrin Brunel, webmaster et communication Poncien Kayagoma, participation rédactionnelle Sylvain Magnongi, journaliste au groupe Congo Média. Vous pouvez réécouter comme toujours ce programme en podcast sur notre site www.groupecongomedia.com dans la rubrique productions audiovisuelles ou en cliquant sur l'onglet Bonjour le Congo. Si vous souhaitez nous contacter, un numéro de téléphone, le 06 512 54 97, précédé du 00 242 si vous êtes à l'étranger, une adresse mail bonjourlecongo@gmail.com. Merci à vous qui nous écoutez sur l'ensemble des radios partenaires et à travers le Congo. Au revoir et à très bientôt. C'était Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kembi.